Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rester fidèles. Bon dimanche à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver sur ce plateau de l'émission Opinion. Ce dimanche, Opinion a le plaisir et l'immense honneur de recevoir Lansana Gagny Sakho. Lansana Gagny Sakho, bonjour. Bonjour Père Edouard, merci pour cette invitation. Je pense que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, qu'on ne m'a pas entendu. Et je pense que c'est une bonne occasion pour discuter, parler un peu du pays et de tout ce qu'on veut dire. Voilà. Et merci d'avoir choisi le plateau d'Opinion pour en quelque sorte faire votre rentrée politique. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes consultant, membre de PASTEF, ancien directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, poste que vous avez quitté en janvier 2011. Avez-vous définitivement digéré votre départ de l'ONAS ou bien vous le gardez toujours en travers de la gorge? 2021, janvier. C'est janvier 2021. Mais je commencerai par rendre hommage aux victimes du Diola. Ça fait 20 ans jour pour jour aujourd'hui. On devrait apprendre et on devait apprendre de ce qui s'est passé. Malheureusement, nous avons toujours les mêmes pratiques et c'est vraiment dommage. Je vous présente mes condoléances également avec le décès de Soro Diop hier. Qu'Allah ait pitié de son âme. Amen. Il a pitié de son âme. Vous avez demandé si j'ai gardé quelque chose à travers la gorge. Je pense qu'il faut revenir sur historique et j'aimerais pas vraiment que cette page soit tournée. Je l'ai tournée depuis janvier 2021, mais j'aimerais quand même qu'on revienne un peu sur l'historique. L'ONAS, c'est 3 ans d'une carrière de 28 ans. C'est une parenthèse, une petite parenthèse. La deuxième chose, je le dis, je le répète, j'ai jamais demandé, jamais. J'ai jamais dit je veux travailler dans l'administration. Le président de la République a eu confiance en moi, il m'a nommé à un poste de responsabilité, je le remercie pour ça, mais je n'ai jamais été demandeur. Mais l'élément le plus important, je n'ai jamais pris la nomination à cette fonction comme un privilège, mais plutôt comme un sacerdoce. Me décharger, c'est me soulager. J'ai fait ce que j'avais à faire. 3 ans à l'OFOR, 3 ans à l'ONAS. J'ai fait ce que j'avais à faire et je suis très fier de mon bilan. Je pense Il ne vous reste rien. Non, j'ai fait... Il ne vous doit plus rien, le président. Comme je lui dois absolument rien également. Je pense qu'il faut poser les choses dans leur contexte. Et je pense que ça, c'est un des gros problèmes de nos pays, c'est prendre une nomination comme une récompense. Je n'ai jamais considéré ça comme une récompense parce que je n'ai jamais été demandeur. Mon ambition, c'était de servir mon pays et je l'ai fait. Et c'est fini, j'ai tourné la page depuis très très longtemps. Je suis même parfois mal à l'aise quand on me parle d'inondation et quand on me présente comme directeur général de l'ONAS. C'est une parenthèse dans ma carrière professionnelle. C'est vraiment le passé. Et je pense... mais qui va vous coller à la peau. C'est le passé qui va me coller à la peau, en bien ou en mal. Ce sont les Sénégalais, les personnes qui ont travaillé avec moi qui vont juger si c'est en bien ou en mal. J'aime pas parler de ce qui a été fait parce que c'est vraiment le passé. Mais il y a des points importants sur lesquels je veux revenir, je pense. 1, 2. Je pense que quand je suis arrivé à l'ONAS, les bailleurs de fonds avaient dit je ne mettrai plus d'argent ici. Quand je suis arrivé, la boîte était à l'arrêt. C'est complètement différent maintenant. Un projet comme la Bédane qui attendait depuis 20 ans. C'est moi qui l'ai fait, avec naturellement l'aide de l'équipe. Comme je dis, ce qui me motivait, c'était de travailler, faire avancer les choses. Et il faut dire les choses, c'est le président de la République qui est élu. Celui qui a le droit de nommer ou de dégommer, de la même façon qu'il m'avait nommé, de la même façon qu'il a décidé que notre collaboration arrivait à terme. C'était fini. Mais c'est vraiment le passé pour moi. Je n'ai aucun regret. Bien au contraire, je me sens soulagé. Vous savez, l'administration, c'est pas évident. Vous avalez beaucoup de couleuvres, mais elle arrive à un moment précis où c'est mieux de partir et de laisser chacun aller à ses occupations. Mais je n'ai aucun, et je n'aurai aucun regret par rapport à ça. Avez-vous été limogé de l'ONAS pour erreur de gestion ou bien vous payez pour avoir voulu ouvrir vos portes à Ousmane Sonko pour discuter un peu des ressources du plan décennal de lutte contre les inondations? Je ne pense pas que c'est la discussion avec Ousmane Sonko qui a fait que je suis parti. C'est autre chose. Je ne veux pas revenir dessus, c'est le passé. Mais ce que je dis, les gens ne lisent pas beaucoup. Trop. Vous savez pourquoi on a mis en place ces agences? Agences d'exécution. Quand on regarde les textes réglementaires de nos États, c'est qu'on a décidé que
de façon globale, l'administration centrale était lourde et qu'il fallait mettre en place des agences pour leur permettre de mettre en place des systèmes de gestion du secteur privé pour être plus efficient, être plus proche des usagers. C'est ça la base. Cela veut dire que dans la logique des choses, il fallait faire comme ce qu'on fait dans beaucoup de pays, mettre les meilleurs. Il fallait mettre les meilleurs à ces postes. C'est ce qu'on veut, c'est vraiment aller dans une logique de modernisation. Vous allez dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Quand vous voulez être directeur général d'une société, c'est un appel d'offres qui est lancé par le Premier ministre. Ce n'est pas forcément le cas ici au Sénégal, malheureusement. J'espère qu'on y arrivera. Je pense que ça fait partie des projets prioritaires du président Ousmane Sonko. Alors, quand vous avez aussi un vécu professionnel, quand on vous nomme à un poste, vous le prenez comme un sacerdoce, il y a des choses que vous pouvez avaler. Mais en certains moments, il vaut mieux que chacun s'en aille. Je ne veux vraiment pas revenir sur pourquoi je suis parti. Pour moi, c'est le passé. Je pense qu'il faut regarder l'avenir. Qu'est-ce qu'on doit faire de ce pays demain? Comment faire pour que ces jeunes qui, aujourd'hui, 300 000 jeunes qui sortent chaque année à l'école, vous avez 30 000 qui trouvent un emploi, comment faire pour trouver une solution? Comment faire pour appuyer le secteur privé? Et comment faire éventuellement pour qu'il y ait plus... pour que les inondations ne posent beaucoup moins de dégâts dans le futur. L'avenir, mais aussi le présent, ce sont les inondations qui ont décidément la peau dure au Sénégal. Malgré les milliards annoncés et même investis dans ce domaine-là, le problème reste entier. Selon vous, comment faut-il l'expliquer? Il y a un problème d'exécution. Je fais partie, moi, des gens qui pensent que dans le plan décennal de lutte contre les inondations, les investissements ont été faits. Je précise que directeur général de l'ONAS, j'ai travaillé sur ce plan 3 ans. Les dépenses exactes que j'ai effectuées, c'est 15 milliards 600 millions sur les 700 milliards. Ouais, on parle de Il y a d'autres. 766. Voilà. C'est-à-dire, après, vous savez, quand vous partez, on vous met sur le dos beaucoup de choses parce qu'il leur faut un bouc émissaire. Mais je ne fais jamais attention à ça. Vous savez, en école de gestion de projet, ce qu'on vous apprend en première année, c'est que quand vous avez un projet avec multi-acteurs, la base, c'est d'avoir une cellule de suivi et évaluation qui regarde ce que chacun fait. Dans le plan décennal de lutte contre les inondations, vous avez l'ONAS, vous avez l'APIX, vous avez l'ADM, vous avez l'AGEROUTE, vous avez Promoville, vous avez 7 à 8 acteurs et chacun prend dedans et vous n'avez pas un système de suivi et évaluation pour savoir qui fait quoi, pour savoir est-ce qu'il y a une coordination de l'ensemble des activités. Mais naturellement, ça ne peut pas fonctionner. On aurait mis tout le budget du Sénégal avec la même méthode d'intervention, la même méthodologie. Ça ne marcherait jamais. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça. Et ça appelle la notion d'homme, la notion de compétence. Je vous ai dit tout à l'heure que on a mis les agences parce qu'on veut avoir les meilleurs profils. Je pense que Dr Abdourahmane Diouf l'a dit dans un de ses livres. Il a dit qu'il fallait aller dans ce sens. Je suis persuadé que si on avait fait des appels d'offres, vous avez certains qui sont à des postes de... Il y en a qui sont très bons, pas tous. Oui. Il y en a qui sont à des postes de directeur général, de compétences. Si on avait fait ça, je peux vous dire, il y a certains qui sont en poste qui ne seraient même pas gardiens. Parce qu'ils ne sont pas... Il y a des choses qu'on n'apprend pas quand on est en fonction. Donc le problème, c'est moins l'argent injecté, mais la qualité des hommes. Le problème, c'est la qualité des hommes dans tout ce qu'on fait dans notre pays. Le problème, c'est la qualité des hommes dans tout ce que nous faisons dans notre pays. Et je pense qu'il faut enclencher les ruptures. Et c'est vraiment un gâchis abyssal. C'est un gâchis parce que ce pays regorge de compétences. Mais on ne sait pas, on ne veut pas aller les faire chercher. Même dans les débats. Regardez les débats qu'on a à la télé. Même dans la qualité des débats, ça vole en général très très bas. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans une logique de confrontation. Je pense, je ne sais pas si c'est dû à notre culture de beurrer, de lutte, où on cherche toujours à ce que les gens se tapent dessus ou pas. Mais ce pays regorge de compétences. Les Sénégalais, vous les trouvez partout. Au Sénégal, pas seulement à l'extérieur. Ils sont bons, mais on fait le choix de dire on prend les gens qui, pour d'autres raisons. Et ça date depuis les indépendances. Et ça s'est accentué dans les années 2000. Je pense que c'est depuis l'arrivée de ce qu'on appelle les libéraux que ce pays il est parti en vrille. Il faut recentrer les choses si nous voulons nous en sortir. Et c'est pour ça que je pense aujourd'hui, personne n'a plus le droit de dire « ça m'a écouté ».
C'est ça le vrai problème du pays. Parce que ce pays, si on ne le fait pas, les jeunes vont le faire. Ils vont venir et prendre leurs droits. Et je pense qu'on n'a pas besoin de faire ça. C'est possible de se redresser. Le Sénégal a une politique de référence depuis 2014, qui est le plan Sénégal émergent, qui se veut un plan qui met l'humain au cœur de toute politique, de tout développement. Pensez-vous que l'homme est suffisamment valorisé au Sénégal depuis l'avènement du président Macky Sall, le capital humain? J'ai lu ce matin en passant, l'ancien ministre de l'économie, j'ai mobilisé 5 000 milliards de francs CFA. Il y a des règles dans un pays. Quand vous voulez mettre en place l'humain au cœur, ce qu'il faut faire, c'est 2 choses. Il faut qu'ils aient des revenus décents. Et il faut trouver de l'emploi aux jeunes. C'est les 2 piliers. Et je pense que ça fait partie des 2 grandes lignes du gouvernement du Sénégal aujourd'hui. Développer le secteur privé pour trouver de l'emploi aux jeunes. Aujourd'hui, ce pays est en train de se désindustrialiser. On ne peut pas donner de l'emploi aux jeunes si on ne construit pas l'industrie. Je vous donne des exemples. Vous avez la MTOA qui est partie. Vous avez Colgate-Palmolive qui était là, qui est partie. Vous avez la SNTI qui était partie. Vous avez la SNTS, l'usine qui fait du textile de Thiès qui est partie. Mais vous avez surtout les phosphates de Taïba. Les phosphates de... C'est Taïba. Oui. C'était le plus grand employeur de ce pays. On va revenir après sur tout ce qui est secteur privé. C'était le plus grand employeur de ce pays. Aujourd'hui, il est laissé à des Indiens. Quand vous n'êtes pas capable de bâtir un tissu industriel cohérent, vous ne pouvez jamais créer de l'emploi pour les jeunes. Et la première chose, ça commence par ça. Mettre l'humain, c'est donner de la dignité aux jeunes. Vous pensez que les jeunes qui se mettent à vendre des fruits sur les feux, les jeunes qui conduisent des Jakarta, vous les regardez tous, ils ont Bac+2, Bac+3. Vous pensez que c'est normal? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Tu as raison, il a mis 5 000 milliards. Mobiliser. Il faut que nos fonctionnaires arrivent à comprendre que ce n'est pas mobiliser de l'argent. Vous allez dans n'importe quel pays, vous demandez qu'on vous emprunte de l'argent, on vous le prête. Il aurait pu dire, j'ai endetté le pays de 5 000 milliards. Moi, j'aurais attendu qu'ils me disent, j'ai mobilisé 5 000 milliards. J'ai fait avancer la compétitivité des entreprises de nos pays de 2, 3, 4%. Allez au supermarché, Score, Casino. Vous allez voir des produits ivoiriens. Du savon, pâte dentifrice, attiquer, plein de choses. Vous allez dans un supermarché ivoirien, vous n'aurez absolument rien. Et je pense que la problématique que nous avons, je ne sais pas si c'est qu'ils ne savent pas comment faire, ils ne veulent pas quoi faire, mais je pense que c'est qu'on se trompe de priorité. L'émergence, c'est une chose, mais il faut que l'humain soit au milieu de l'émergence. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Les gens sont de plus en plus pauvres. Les jeunes ne trouvent pas du travail. Les entreprises sont en train de fermer. Regardez ce qui se passe. Quand vous prenez le secteur privé, je pense que vous avez suivi le débat du patronat toute cette semaine dernière. Oui, absolument. Le Sénégal avait une des plus grosses entreprises en termes de BTP, les routes. Je ne cite pas de nom. Aujourd'hui, cette entreprise est en train de se battre sur le plan local parce qu'on lui a pratiquement tout arraché. Qui fait les activités au Sénégal? Les Chinois, les Turcs. Les gens attaquent à tort les Français. Regardez Diamniadio. C'est les Chinois et les Turcs. On ne va pas me dire que les entreprises sénégalaises sont incapables. Oui, on dit que les entreprises sénégalaises n'ont pas la technologie nécessaire pour engager tous ces travaux-là. C'est archi faux. C'est archi faux. Une entreprise sénégalaise est capable de faire des routes, d'aller faire des routes hors du Sénégal. Vous pensez qu'elle n'est pas capable de faire des routes ici? Le problème, il est ailleurs. Quand vous avez une entreprise turque, que je ne veux pas citer, vous lui donnez le marché de Diamniadio. C'est l'État turc qui paye cette entreprise. Et elle reste avec l'État du Sénégal qui lui doit une dette. Ça veut dire qu'elle n'a pas de problème de trésorerie. Vous prenez une entreprise sénégalaise, vous lui donnez un marché. Vous restez 1 an sans payer cette entreprise. Comment elle va gérer sa trésorerie? Comment elle peut être compétitive? Je prends un autre cas. Quand je vois... Je suis une personne très ouverte en général pour le secteur privé. Je pense qu'il faut des investisseurs qui viennent dans le pays. Quand vous prenez Sénéguindia, quand je lis aujourd'hui Sénéguindia, le premier acteur de l'immobilier au Sénégal,
J'ai dit, il y a un problème. Allez en Inde. Vous ne pouvez pas, en tant que Sénégalais, avoir 1 mètre carré. Allez en Sierra Leone, c'est la même chose. Vous n'allez pas me dire que nos entreprises de BTP qui sont là, qui font des bâtiments, sont incapables de faire des immeubles. Est-ce qu'il nous faut une sorte de discrimination positive en faveur de nos entreprises? Mais dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle cette discrimination positive. C'est ce que Sonko dit. Je ne suis pas contre qui que ce soit, mais je suis pour mon secteur privé national. Si on ne règle pas le problème du secteur privé national, mais on ne va jamais arriver à régler le problème de l'emploi de nos pays. Ce n'est pas une discrimination positive. C'est tout ce qu'il faut faire, c'est très simple. Mais tous les pays font la même chose, les Américains font la même chose. Quand les Américains disent qu'on ne veut pas de Huawei chez nous pour la 5G, comment on appelle ça? Est-ce que vous pensez... Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entreprises françaises qui gagnent des marchés de route au Sénégal. Vous pensez qu'une entreprise sénégalaise peut aller gagner un marché de route en France? C'est pas possible parce que les gars mettent des barrières non tarifaires. Je pense qu'il faut qu'on soit sérieux un temps soit peu, qu'on sache ce qu'on veut et qu'on comprenne que la priorité de ce pays, la priorité de ce pays, ce sont les jeunes. Il faut régler le problème de l'emploi. Encore une fois, c'est un problème d'hommes. Je pense pas qu'ils ne veulent pas. Je pense que Yon Belani Khamoul. Toute la problématique, elle est là. Vous avez dit tout à l'heure que Hott devait dire qu'il a endetté le Sénégal de 5 000 milliards. Mais à rebours, on peut dire aussi que c'est parce que le Sénégal a une bonne signature. On peut vous opposer cette réflexion, non? Il faut qu'on arrête de tromper les gens. Un pays ne fait jamais de faillite. Tous les pays ont une bonne signature. Ils sont partis chercher l'argent où? Dans des banques. Mais ces banques, c'est quoi le rôle, que ce soit Banque mondiale, BAD, toutes ces banques? Ce qu'ils veulent, c'est placer leur argent. Je pense qu'il faut qu'on arrête de prendre les Sénégalais pour des gens qui sont incultes. Je ne suis pas contre le fait qu'on ait cherché 5 000 milliards. Qu'est-ce qu'on a fait de ces 5 000 milliards? Est-ce que vous l'avez vu sur votre quotidien, vous, en tant que journaliste? Est-ce que les jeunes qui sortent de l'école tous les jours, qui sont en chômage, l'ont vu dans leur quotidien tous les jours? Je pense qu'il faut qu'on change. Et malheureusement... on va encore nous dire la même chose. Ce nouveau gouvernement va nous dire on a mobilisé tant de milliards, tant de milliards. L'urgence, je suis parfaitement d'accord avec eux. C'est redistribuer les revenus, régler le problème de l'emploi des jeunes. C'est pas Khayundawi qui va régler le problème de l'emploi des jeunes. Vous savez, vous travaillez à Walfadjri. On arrive à vous payer parce que vous générez des revenus. Parce que vous faites rentrer de l'argent. Et c'est une partie de cet argent qu'on vous paye. Vous prenez des jeunes, vous les mettez à UCG, vous les mettez ailleurs. Quelle valeur ajoutée ils vont apporter? En fait, j'ai l'impression que c'est une sorte c'est un constat d'incapacité de régler les problèmes. On dit prenez dans l'administration, prenez dans l'administration. Mais ça n'est pas une solution, ça n'est pas porteur. Et ça, tout le monde le sait, et eux, ils le savent également. Ça, c'est le premier. Les revenus. Les salaires des enseignants ont été augmentés, je pense. Les salaires de tous les fonctionnaires ont été augmentés. Vous le saluez, non? C'est une bonne chose sur le principe. Pourquoi on ne l'a pas fait 10 ans avant? C'est moi qui vous pose cette question maintenant. Maintenant, on revient. L'État a deux sources de revenus. Les impôts directs et indirects et ce qui rentre par le port. Il n'y en a pas encore. Pour le moment, le pétrole n'est pas sorti. Quand vous avez ces dépenses supplémentaires qui viennent, ça signifie quoi? Il n'y a pas 2-3 alternatives. Ça veut dire que nous sommes en train d'anticiper sur les ressources à venir. C'est ce que ça peut signifier. Si vous avez 100 francs de revenus, vos dépenses sont à 100 francs, vous distribuez 120 francs, ça veut dire que vous êtes en train d'anticiper sur les ressources à venir, qui sont probablement les ressources pétrolières, éventuellement. Oui, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? À votre avis? Je salue le geste qui consiste à revoir la rémunération des fonctionnaires. Mais je pense qu'il faut l'étendre. Ça, c'est la première chose. Mais je pense qu'on ne peut pas juger comme ça. Il faut dire pourquoi on en est arrivé à là. C'est ce que j'ai dit. Ce pays est en train d'aller à lambeaux depuis l'arrivée des libéraux. C'est qu'ils ont complètement déstructuré... 2000, c'est le point de rupture. 2000, c'est là où... Je ne dis pas ce qui se passait avant était parfait, mais c'est en 2000 qu'on est en train d'aller dans le fond. Ils ont déstructuré complètement la grille, la nomenclature salariale de l'administration, en favorisant certains, en laissant les autres. Et de bonne guerre, les autres ont dit il faudrait que les choses se fassent dans les règles de l'art et qu'on règle le parallélisme des formes. La question, est-ce que l'État a les moyens? Aujourd'hui, avec le pétrole qui vient, on a peut-être les moyens. Et même donc Macky Sall a l'excuse de l'héritage alors? Je ne peux pas dire qu'il a l'excuse de l'héritage.
Un État, c'est une continuité. Et je pense que les gens ont nommé son Excellence le président Macky Sall pour un changement de paradigme. Pour que si on a l'excuse de l'héritage, on aurait dû laisser Wade continuer à faire son travail. Je pense que ce que les gens voulaient, c'est qu'on ait des ruptures profondes. Si c'est pour dire les ruptures de l'héritage, je ne crois pas. Et je pense que le président avait tous les moyens pour changer les choses. Parce que toute la masse qui le suivait, et les Sénégalais ont compris qu'il fallait que ce pays change. Je pense qu'il aurait pu changer beaucoup de choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais je ne pense pas qu'on peut mettre ça sous l'angle de l'héritage. Mais Abdoulaye Wade nous promettait des lendemains sans salaire si Macky Sall était élu en 2012. Cela témoigne de la situation économique difficile dans laquelle était le Sénégal. Ça, c'est des paroles de politiciens. Wade voulait tout faire pour rester. C'est ça. Mais moi, je ne rentre pas dans ce débat. Ce que je dis, c'est que ce pays a besoin d'une rupture. On aurait dû le faire, on ne l'a pas fait. Maintenant, revenons sur les augmentations de salaire, qui sont une bonne chose. Et ça montre encore un peu, je pense, que les gars, je ne sais pas s'ils ne veulent pas. Le pétrole, c'est 1000 milliards. Maximum, on en parle de 700. Ça pose aujourd'hui 2 problèmes. Le premier, qui est très important, c'est que tous les jeunes pensent que quand l'argent du pétrole sera là, tous les problèmes sont réglés, ce qui est archi fou. Ça veut dire qu'on est en train de faire naître de faux espoirs chez les jeunes. Le pétrole ne va pas régler tous les problèmes du pays. Nous avons une population jeune qui a des besoins importants. Nous avons des retards énormes en termes d'infrastructures. Je ne parle pas de stades, je parle d'hôpitaux, je parle d'universités. C'est ça notre gros problème. 1000 milliards, c'est absolument rien pour l'État du Sénégal. Ça, c'est la première. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que nous allons faire de cet argent du pétrole? Quand on commence à dépenser, ça veut dire que nous sommes dans une logique de vendre le pétrole pour engranger des ressources financières. C'est cohérent. Logique, oui. Logique, c'est ça. C'est comment nous allons faire pour avoir plus d'argent. Le Sénégal, c'est 17 millions d'habitants. Le marché de l'UEMOA, c'est 130 millions d'habitants. Le marché de la CEDEAO, c'est près de 400 millions d'habitants. La bonne approche aurait été de dire, si on va régler le problème de l'emploi, comment nous devons faire pour que grâce au pétrole, nous puissions avoir 2 choses. Une industrie compétitive, d'abord, et avoir des investisseurs qui viennent. Pourquoi notre industrie n'est pas compétitive? Un des facteurs bloquants, c'est le coût de l'énergie. Si on avait utilisé ce pétrole comme intrant, je dis comme intrant, pour rendre nos industries beaucoup plus compétitives, non seulement vous réglez une fois d'abord le problème de l'emploi, parce que vous allez avoir beaucoup d'investisseurs qui vont venir, et vous allez aussi régler le problème de la compétitivité de nos organisations. Malheureusement, j'espère me tromper, mais je pense que le gros souci que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup de pétroliers dans le secteur du pétrole. Et la réflexe pavlovien qu'ils ont, c'est on exploite, c'est on vend. suspect? Non, c'est pas suspect. Non, pas du tout, c'est pas suspect. Je dis, le pétrole, c'est un intrant. On ne devait même pas le rattacher au ministère de l'Énergie, on devait l'attacher au ministère de l'Industrie. Ce qu'il faut, c'est avoir une industrie compétitive. C'est ça la clé de solution pour ce pays. Ça n'est pas autre chose. C'est ça la clé de solution pour ce pays. C'est pas autre chose. Et je pense qu'on est en train de passer complètement à côté. Prendre de l'argent, le redistribuer en frais de fonctionnement, c'est ça qu'on va faire. Ce n'est pas ça la bonne approche. Et ce qui est dommage en Afrique, c'est qu'on n'apprend pas des échecs des autres pays. C'est ça qui est quand même dramatique. Ce pétrole aurait pu servir à autre chose, sauf à le prendre et à le vendre. Malheureusement, comme je dis, nous avons beaucoup de pétroliers et tout ce qu'ils ont appris à faire dans leur vie, c'est de prendre du pétrole, d'aller le vendre. Alors qu'on a aujourd'hui les capacités pour développer la compétitivité de nos industries. Je n'aime pas parler. Je pense que ces gens ne prennent même pas l'industrie au sérieux. Je n'aime pas citer de nom, parce que ce n'est pas mon éducation. Mais quand je vois qui est le ministre de l'Industrie, je me pose des questions. Il n'a pas le profil de l'emploi? Les Sénégalais peuvent juger. Vous savez, l'industrie, c'est la chose la plus capitale. Vous savez comment les Chinois ont fait aujourd'hui pour régler le problème de sous-emploi? Les Chinois ont copié les Occidentaux. Ils se sont arrangés pour avoir des industries très compétitives, ce qui fait que le paysan chinois qui quitte son village, qui vient, il trouve des moyens pour trouver du travail dans l'industrie. Chez nous, il n'y a plus de tissu industriel. Les jeunes, quand ils viennent, vous les voyez où? Sur les feux. Alors que le pétrole aurait été une opportunité de changer ça. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie. Quand vous ne savez pas faire, vous ne savez pas faire. Et je pense que malheureusement, c'est ce qui se passe.
Sans être oiseau de mauvais augure, êtes-vous en train de nous dire que oui, la malédiction du pétrole dont on parle, on n'est pas à l'abri de cette fameuse malédiction? Non, je ne crois pas. Je pense qu'on a des instruments pour ne pas être dans la malédiction du pétrole. Ce que je dis, c'est qu'on aurait pu utiliser de façon plus intelligente et plus optimale ces ressources pétrolières. On va faire comme les autres, on va vendre du pétrole, on va prendre de l'argent qu'on va dépenser en interne. Et c'est ça que je dis. Moi, je pense qu'un ministère du plan, j'espère vraiment que la nouvelle ne fera pas les mêmes erreurs que Top, c'est pas aller chercher de l'argent. L'argent, c'est très facile d'aller chercher. En plus, comme vous dites, on a du pétrole. Le pays a une bonne signature, comme tous les pays ont de bonnes signatures. Aller chercher de l'argent, c'est la chose la plus facile à faire. Il faut travailler pour régler le problème de compétitivité. Il faut qu'on soutienne le secteur privé national. Cela ne signifie pas qu'on est contre les autres. Mais si on ne le fait pas, on ne va jamais y arriver. Ils sont tous en train de tirer la langue. Vous pensez qu'il n'est pas suffisamment challengé, le privé national? Non, le privé national, on le tue, on ne le challenge pas. On le tue, le privé national. Vous savez, comme je vous ai dit, le président Diouf a fait un excellent travail dans le passé. Il n'a rien à voir avec les socialistes maintenant. Ça n'a rien à voir, ni la même culture, ni la même discipline, ni les mêmes valeurs. Diouf et Senghor. C'est eux qui ont monté les ICS. Bata, c'était eux. D'accord? Je pense qu'ils avaient une vision de là où ils voulaient aller. Maintenant, en 2000, et maintenant, les gens sont venus avec leurs hommes d'affaires. La stratégie, ça a été de dégager ceux qui étaient là avant, qui n'avaient pas de coloration politique et qui savaient travailler. Ils ont mis de nouveaux, qui sont là, qui ont pu tuer les autres par plusieurs raisons. Et maintenant, ceux qui restaient, il y en a très peu, la plupart sont partis. Mais moi, je vous ai dit... On tue nos champions au Sénégal. On n'en veut même pas. Et 5 000 milliards, je dis, encore une fois, Top aurait dû me dire, Lansana, ce type, il est parti de zéro, j'en ai fait un champion. Il est capable d'exporter dans la sous-région. C'est ça qu'on attend, c'est ça le secteur privé. Mais je pense qu'on est complètement passé à côté. Et on fait la même chose dans le domaine de l'agriculture également. Je pense qu'il faut revenir sur les fondamentaux, appuyer le secteur privé national, et je pense qu'ils le disent tous, et regardez comment ils font. Vous voyez le roi du Maroc quand il voyage, il a 2 avions. Vous savez qu'est-ce qu'ils sont dans l'avion? Les hommes d'affaires. Ce sont les entrepreneurs. Je ne crois pas que c'est la même chose qui se fasse ici. Et je pense que ce que le président Ousmane Sonko dit, mon ambition c'est de renforcer le secteur privé national, c'est de l'appuyer. C'est pas qu'il est contre le secteur privé international. C'est qu'il veut faire, je ne parle pas de discrimination positive, il veut faire ce que tout le monde fait ailleurs, c'est de dire moi je renforce mon secteur privé national. Et tant qu'on ne fera pas ça, on n'y arrivera jamais. Il ne faut même pas se faire d'illusions. Et c'est la clé. Et je dis le véritable secteur privé, moi je dis le véritable secteur privé national, il est là, il est compétent, et je pense que si on lui donne sa chance, il va y arriver. Êtes-vous à présent en train de nous dire que les principales urgences auxquelles ce gouvernement nouvellement formé doit s'attaquer, ce sont là les urgences que vous venez de décliner sur ce plateau? Ce sont les urgences qu'ils ont dit, c'est pas moi. C'est l'emploi des jeunes. Le pouvoir d'achat. L'emploi des jeunes et le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est une... Je ne sais même pas s'il faut expliquer. Qu'est-ce que le pouvoir d'achat? Le pouvoir d'achat, c'est l'argent que je vous donne, en plus de votre revenu. Cet argent, si vous ne le créez pas, vous ne pouvez pas l'avoir. À moins que mon Rosralis Djorla, il n'y a que salaire. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de chercher midi, 14h. Et même si tu le fais pour l'administration, qu'est-ce que tu fais des gens du privé? Et le pouvoir d'achat, les fonctionnaires sont peut-être 1-2%. Qu'est-ce que tu fais des autres Sénégalais? C'est-à-dire, c'est une dynamique qu'il faut construire sur 4, 5, 6 ans. On ne peut pas la régler en 2 ans. Pouvoir d'achat et emploi des jeunes, c'est une parfaite corrélation. Et le problème de l'emploi en général, on ne peut pas le régler sur 2 ans. Ça n'est pas possible. C'est pour ça que ce combat, je ne sais pas si c'est un combat politique et économique. Si c'est un combat politique, je pense que c'est perdu. Si c'est un combat économique, je pense que c'est perdu. On ne peut pas régler ça en 2 ans. Je pense qu'il faut s'inscrire dans une dynamique longue. Travailler sur 5 ans, sur 6 ans, comment bâtir un secteur privé national fort, comment faire des entreprises exportatrices, parce que Sénégal, c'est 17 millions d'habitants. Nous avons un marché commun qu'on appelle UEMOA à 120 millions d'habitants. Vous avez 400 millions d'habitants après sur la CEDEAO. Comment faire pour que nos entreprises puissent aller sur ces marchés? C'est possible, il faut simplement les accompagner. Le gouvernement a 15 mois, disons, pour aller au combat et donner les résultats de ce combat-là. Pensez-vous que c'est faisable?
vous demandez à n'importe quelle personne réaliste, est-ce qu'on peut régler le problème de l'emploi des jeunes sur 15 mois? N'importe qui. Demandez à un acteur du secteur privé. Les problèmes, ce qui se pose, c'est des problèmes de fond. Je ne dis pas que les solutions ne sont pas possibles. Elles sont possibles, mais il faut travailler dans la durée et surtout dire la vérité. On nous a habitués à des programmes et des plans d'urgence. On nous a habitués à... Oui. L'urgence doit être une exception. Ça va passer par l'urgence. En fait, l'urgence doit... Non, c'est pas possible. Ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas parce que ce n'est pas techniquement faisable dans les délais. L'urgence doit être une exception dans tout ce qu'on fait. J'aimerais bien savoir sur quel levier ils vont appuyer pour y arriver. Aujourd'hui, ce qui est à la vogue, c'est l'entrepreneuriat. On dit à tous les jeunes, allez entreprendre, allez entreprendre. On parle même d'entrepreneuriat rapide. Ouais. Est-ce que ce ne sont pas deux notions contradictoires? Non. Entrepreneuriat et rapidité. C'est quoi l'entrepreneuriat rapide? Moi, je vous le pose. L'entrepreneuriat suppose des principes de base. Faites une étude de marché. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez vendre? Vous allez chercher l'argent. Et qui prend le temps qu'il doit prendre. Voilà. Ça aussi, c'est un autre problème. En fait, je pense que Réundawi, entrepreneuriat, c'est des pis-aller. C'est-à-dire qu'on n'a pas de solution. On leur dit, allez tous en... Ça n'est pas possible. Je pense que les jeunes doivent comprendre. Vous ne pouvez pas tous être entrepreneurs. Ça n'est pas possible. Mais pour quel marché? C'est la base, en fait. C'est pour quel marché? Je pense qu'il y a des jeunes qui ont le talent, qui ont la vocation, qui ont les possibilités d'entrepreneurs, mais ça n'est pas tout le monde. Ça n'est pas possible. Je pense qu'il y a des questions de base. C'est des questions de principe que tout le monde connaît. En fait, ce qui me fait mal, c'est qu'on veut faire croire aux Sénégalais des choses qui sont impossibles. C'est comme vous me dites que je vais aller à la Lune à pied. C'est exactement la même. Il y a des choses qui ne sont pas possibles. Je pense que les deux urgences sont très bien identifiées. C'est très bien identifié. Il faut travailler dessus. C'est l'emploi des jeunes. Je pense que c'est vraiment une urgence. Et c'est la distribution des revenus. Mais tout ça passe par quoi? Un secteur privé qui est très fort. National, international. De préférence, je pense qu'il faut travailler pour le secteur privé national si on veut arriver à régler ces problèmes. Mais ça prendra 5-6 ans. Nous allons progresser un peu, l'enseignant Gagné Sakho, pour parler de votre adhésion à PASTEF. Quelle signification donnez-vous à cette adhésion au parti que dirige Ousmane Sonko? Vous connaissez Déthié Fall du PRP? Tout le monde le connaît. C'est moi qui vous pose des questions maintenant. Il y en a deux autres. On avance. Vous connaissez Déthié Fall du PRP? Déthié, vous le connaissez? Absolument. Qui était à Réumi. Je pense que c'est un Sénégalais bon qui a fait ses études ici. Très brillant. On a fait notre MBA ensemble même. Vous pensez que je dois pouvoir adhérer dans une démocratie au parti de Déthié Fall? Je vous pose, répondez-moi. Je vous renvoie la question. Pourquoi? Non, je vous pose la question, après je vous répondrai. Je n'ai pas réponse à cette question-là. Vous pensez que je peux à le faire. Vous pensez que je peux adhérer chez Déthié ou chez Thierno Alassane Sall? Je vous renvoie la question. La réponse est naturellement oui, parce que nous sommes dans une démocratie. Le problème, c'est que chaque fois que vous parlez d'Ousmane Sonko, vous avez l'impression que ça sort de partout. Et je pense qu'il faut qu'on se pose cette question. Demain, ces gens vont nous dire, vous devez choisir telle religion, si on ne fait pas attention. Nous sommes dans une démocratie. On partage trois valeurs très importantes, Ousmane Sonko et moi. Je le connais depuis très longtemps. Depuis très longtemps, on parle depuis très longtemps. Pour moi, ce qui est politique doit être séparé de ce qui est professionnel. Il y a trois valeurs essentielles qu'on porte. Trois, il n'y en a pas quatre. La première, c'est la problématique des jeunes. Et si on ne règle pas la problématique des jeunes, ce pays va exploser. La deuxième, c'est le secteur privé national qu'il faut appuyer, si on veut nous en sortir. Ce n'est pas du nationalisme, ce n'est pas du patriotisme. Est-ce que ce n'est pas du nationalisme de mauvaise loi? Non, mais les Américains sont les premiers qui protègent le secteur privé. Ils vous mettent ce qu'on appelle des barrières non tarifaires. Le Sénégal ne peut pas vivre en autarcie. Qui a dit le Sénégal va vivre en autarcie? Bien au contraire. Développons notre secteur privé national et allons à l'international. On sait tous que c'est la porte de sortie. Qui a dit que le Sénégal doit vivre en autarcie? Si ça pose la question que je pose, vous avez déjà entendu Ousmane Sonko dire que le Sénégal doit vivre en autarcie? S'il l'avait dit, je ne serais pas avec lui. Ce qu'il a dit de façon claire et nette, c'est qu'il faut appuyer le secteur privé national, ce que fait tout le monde, c'est pas qu'on n'aime pas les autres, et après aller à la conquête des autres marchés. Nous avons une grosse opportunité. 17 millions de population pauvre, vous pensez que ça peut développer un pays? Non. Vous avez 130 millions de personnes dans l'UEMOA et près de 400 millions de personnes dans la CEDEAO. Ça, c'est le deuxième point qu'on partage ensemble.
Le troisième point, je pense, qui est très important, qui est très critique, il faut moderniser l'administration publique, aller dans le sens de toutes les réformes qui sont en train d'être faites. Et je profite pour demander une chose. Je pense que ça permettra de savoir exactement qui est pour que ce pays bouge ou pas. Je pense qu'on a une nouvelle Assemblée nationale. Ça aurait été bien que les députés de PASTEF demandent à voter 2 lois. La première sur le cumul des mandats. On verra qui va dire non, qui va dire oui. Mais la plus importante, c'est de voter une loi pour que le recrutement des postes de direction au niveau de l'administration publique au Sénégal se fasse par voie de concours. C'est un passage obligé si on veut s'en sortir. L'administration... Pour le cumul des mandats, il faut qu'ils se l'appliquent d'ailleurs eux-mêmes. On va revenir dessus si vous voulez. Je pense que c'est 2 lois importantes qui doivent être votées. Sinon, ce pays va continuer à tourner autour. La politique n'a jamais développé un pays et ne développera jamais un pays. Je pense qu'il faut mettre les bonnes personnes aux bonnes places si nous voulons arriver à nous en sortir. Votre adhésion à PASTEF a fait des heureux, certes, mais aussi des sceptiques. Beaucoup de militants et de sympathisants de ce parti disent « Mais oui, notre parti est là pour combattre le système. Il n'est pas de bon ton qu'on reçoive des gens du système qu'on était censé combattre. » Que répondez-vous à cela? Qu'est-ce que le système? Qu'est-ce que le système? Est-ce que cela veut dire que vous avez travaillé avec, que ce soit Macky Sall, Abdou Diouf ou une autre personne, que vous ne pouvez pas apporter votre expertise à un autre patriote du pays qui va faire avancer les choses? Vous ne me verrez jamais, moi, ça je vous le dis dans votre plateau, vous ne me verrez jamais prendre un autre poste de responsabilité dans ce pays. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je pense, c'est mon avis, je pense qu'il faut laisser la place aux jeunes, qui sont beaucoup plus ouverts au monde, qui connaissent mieux les grands défis et qui sont surtout décomplexés. Vous n'êtes pas trop vieux non plus. Ah, attends, la moyenne d'âge de ce pays, c'est quoi? Regardez, vous avez 45 ans, vous êtes vieux. Je pense qu'il ne faut pas dépasser 50 ans. Je pense qu'il faut laisser la place aux jeunes qu'ils dirigent ce pays. Rien n'empêche derrière. Oui, ils ont besoin de votre expérience. C'est trop dire, il y en a beaucoup des expériences, je ne suis pas seul. Il y en a oui, beaucoup, il y a beaucoup de vous. Sénégalais derrière, je pense qu'ils peuvent appuyer. Mais je pense qu'il faut laisser la place aux jeunes. Mais c'est le même système qui est là depuis les années 60. Quel résultat on a eu? Il faut d'autres personnes. Macron, il est arrivé au pouvoir en France à quel âge? 39 ans. Regardez son gouvernement, comment ils sont jeunes. Ici, vous avez dans ce gouvernement des gens qui sont là depuis 5 ans. Encore. Et c'est les mêmes qui essaient de reproduire le système. Vous ne me verrez jamais. Ça, je le dis devant votre micro. Mon engagement avec PASTEF, ce n'est pas que je cherche quelque chose. C'est que je pense qu'un président comme Ousmane Sonko, sa vision est claire. Nous partageons beaucoup de choses ensemble. J'ai une expertise dans un domaine particulier. Je me dois de l'appuyer pour l'aider à prendre ce pays. Et comment avez-vous été accueilli dans le parti? Vous savez, PASTEF n'est pas très différent sur certains points avec les autres partis. C'est normal, c'est une organisation très jeune. Certains peuvent dire bienvenue, vous voulez travailler avec eux ensemble, et je pense que c'est la grande majorité. Je cherche absolument rien. J'ai une expertise, je cherche à apporter présentation. D'autres pourront trouver, comme vous dites, que on s'est battu et vous venez d'arriver. Oui. Mais je veux rassurer. Vous avez même le sobriquet de transhumant. Ça, c'est bien qu'on revienne dessus. C'est quoi un transhumant? Le transhumant, c'est celui qui quitte l'endroit où il n'y a rien pour aller là où il y a l'herbe. Vous avez beaucoup... et ça vient de l'autre côté en général qui vous disent que vous êtes transhumant. Je vous dis pourquoi je vous ai posé les premières questions au début. Si j'étais parti chez Alassane Sall, si j'étais parti chez Déthié, personne n'aurait absolument rien dit. Et j'assume entièrement mon adhésion à PASTEF. Mais j'assume entièrement. Je préfère ça que d'être parti et de ne pas avoir le courage de dire que je soutiens PASTEF. Mon seul parti politique, c'est le Sénégal. Ça n'est pas l'APR, c'est le Sénégal. Et je pense que pour moi, c'est le projet le plus porteur que j'ai vu. Naturellement, il y a des choses à corriger. Voilà. Je n'ai aucun problème. Et je n'écoute jamais les gens. Vous savez, quand je suis parti chez PASTEF, la première chose que j'ai eue, quelqu'un a appelé, m'insulter tous les noms d'oiseaux.
Tous les noms de Zozo. J'ai son numéro, je le connais très bien. Il est très proche du Olivier. Vous pensez que je vais faire attention à ça? Il se trompe lourdement. Je pense qu'il faut qu'on arrive à ce pays à laisser les gens faire leur choix. Sinon, demain, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, le problème, c'est que quand quelqu'un quitte l'opposition pour aller militer dans le parti au pouvoir, vous le dites, on le taxe de transhumant, on l'insulte même à la limite, mais quand quelqu'un quitte la mouvance présidentielle pour aller dans un parti de l'opposition, on l'applaudit. On lui dresse des lauriers. Non, on ne dresse pas de lauriers. Je peux pas dire qu'on dresse des lauriers, non. Je ne peux pas dire qu'on dresse des lauriers. Aussi bien, je trouve normal, chacun a le droit de dire je vais avec le parti présidentiel. C'est ce que j'ai dit. Respectons le choix de chacun. Nous sommes en démocratie. Respectons le choix de chacun. Et le terme transhumance, dans le fond, je pense que ça vient de Peul, moi, et Magal. Mangan. C'est-à-dire fille de wow nga dem fille. Je pense pas que c'est de toy. Et je vous répète, on peut sentir le vent tourner et se positionner à côté du vent. Et je vous répète une fois encore, vous ne verrez jamais Lansana Gagny Sakho dire qu'il veut un poste chez Pastef. Jamais, never. Un poste dans la gestion du pays. Mais je vais travailler avec le président Sonko, je vais l'appuyer, je vais l'aider dans la réflexion, mais jamais je ne ferai ça. Ça, je vous le dis. Et vous ne me verrez jamais faire. C'est pour vous dire que mon engagement, il n'a rien à voir avec quelque chose d'alimentaire. Je pense fortement qu'il faut laisser la place aux jeunes. Mais quand vous militez, quand vous l'aidez, quand vous vous engagez à ses côtés, une fois au pouvoir, vous devrez être en mesure de vous attendre à un retour sur investissement, non? Mais c'est ça qu'il faut qu'on sorte de notre tête. C'est ça qui n'est pas normal. Pourquoi nous voulons forcément dire que quand on s'engage, on attend un retour sur investissement? C'est que la politique a détruit toutes les valeurs dans ce pays. C'est ça. On doit pouvoir s'engager pour son pays. Moi, j'ai fait mes études dans ce pays, qui m'a tout donné. J'ai eu une bourse quand j'étais jeune. Vous ne pensez pas que je dois quelque chose à ce pays? Sans attendre quelque chose en retour? Je n'attends absolument rien en retour. Tout ce que je souhaite, c'est que ce pays change demain. Tout ce que je souhaite, c'est que ce pays connaisse notre trajectoire. Tout ce que je souhaite, c'est que ces jeunes arrêtent de prendre l'océan Atlantique pour aller chercher du travail ailleurs. Nous avons les ressources humaines, nous avons les ressources matérielles, nous pouvons y arriver. Je pense qu'il faut changer de timing. C'est les mêmes qui sont là depuis 1960. Diouf, il est parti, je pense qu'il a fait un excellent boulot, on ne peut pas nier ça. Senghor et Diouf ont construit un État, ils ont construit un secteur privé très fort surtout, ils ont construit des institutions solides, mais depuis 2000, le pays est en train d'aller en vrille. Il faut le dire comme ça. Vous savez, Pierre-Édouard, je ne sais pas si vous fréquentez les familles sénégalaises. Ah oui, c'est sénégalais. Ouais. Vous savez, aujourd'hui, vous rentrez dans une maison. Vous trouvez un chef de famille qui a payé, qui s'est saigné à blanc pour ses enfants. Ils sont 4, 5, 6 pour leurs études. Ils ont tous fini. Vous savez ce qu'ils font? Ils se réveillent à 11h et ils se couchent à 4h du matin. Ils ne sont même pas capables de trouver de l'emploi. Est-ce que dans ces conditions, vous pensez que tous ceux qui ont une possibilité d'apporter une expertise à ce pays doivent se taire? Parce que je fais partie de tel, parce que je travaille avec tel? C'est une simple question que je pose. Vous dites se taire, c'est être coupable. Se taire, c'est des coupables. Non, se taire, c'est être égoïste, dire ça m'a yon écouté. Je reste chez moi, je bois mon café, ils ont qu'à se débrouiller entre eux. C'est ça, se taire. Je ne suis pas dans la dénonciation, je ne suis pas dans l'invective, mais je pense que chaque Sénégalais, où il soit, s'il a un petit peu d'expertise, je pense qu'il doit l'apporter à ce pays. En allant où il veut. Il peut aller à la PR, il peut aller à PASTEF, il peut aller à PRP, il peut aller dans chaque parti. Mais donnons aux gens la possibilité de dire je vais à tel parti travailler pour telle personne. C'est les différences qui enrichissent un pays. Mais on n'arrive jamais à construire quelque chose sur la politique et sur les insultes. Ça ne marchera jamais. Pour revenir à PASTEF, pensez-vous que le parti et son leader sont suffisamment préparés à l'exercice du pouvoir? Quand on nommait Macky Sall président de la République, qu'est-ce que disaient les Sénégalais? PASTEF, c'est pas Ousmane Sonko. PASTEF, c'est un projet. Et vous avez beaucoup de très grosses compétences derrière. Des jeunes en priorité. Naturellement, il y aura des temps d'ajustement à faire. Mais ils sont plus que préparés à l'exercice du pouvoir. Moi, ça me fait toujours rire. Quand on passe le temps à dire ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas d'expérience. Mais qu'est-ce que ceux qui étaient là ont fait? C'est comme si vous prenez une entreprise. Vous prenez 3 directeurs, 4, 5 directeurs généraux. Tous les autres, ils viennent, ils mettent l'entreprise en faillite.
Est-ce que vous allez vous poser des questions pour dire est-ce que celui-là qui vient à l'expérience ou pas? C'est la même chose quand on fait les offres d'emploi. Encore que le contexte n'est pas le même. PASTEF, c'est un projet, et derrière Ousmane Sonko, c'est lui qu'on voit. Mais il y a beaucoup d'expertise. Il y a énormément d'expertise. Malheureusement, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans un pays où les médias, c'est plus une atmosphère de gladiateurs. Mais je pense qu'il faut avoir la possibilité, comme on fait maintenant, de discuter en tête-à-tête sur les projets. Mais de ne pas aller à des débats. Des débats civilisés. Hein. C'est pas possible. Oui. C'est quasiment impossible. Mais c'est possible, la preuve. On Non, de le faire. parce qu'on est deux. Parce qu'on est deux. Ça aurait été une autre personne ici, il m'aurait insulté peut-être. J'ai suivi l'autre jour le docteur Jay, là, qui s'est fait insulter par un jeune. Tu vas faire quoi après? Tu vas dire quoi? Et je pense que c'est sur ça qu'il faut qu'on aille. Chacun doit avoir le droit d'aller où il veut. Je pense que c'est même pas possible d'empêcher les gens de le faire. Mais je pense qu'il faut retenir une chose. La chose la plus importante, c'est que PASTEF, c'est avant tout un projet auquel tous les jeunes croient. Maintenant, une hirondelle ne fait pas un printemps. Je pense qu'il faut continuer cette dynamique, continuer à travailler pour y arriver. Nous abordons maintenant la question de l'Assemblée nationale, la 14e législature installée dans un tohu-bohu total. Les images ont fait le tour du monde et elles sont devenues virales. Alors, je vous vois faire la moue, mais comment avez-vous réagi quand vous avez vu devant votre poste téléviseur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Vous savez, il faut faire la part des choses. Je commence par saluer un type comme Guy Marius Sagna. Je pense qu'il est député du Sénégal bien avant cette législature. Il faut qu'on aille, comme on a dit tout de suite là, à des débats civilisés. Les débats civilisés, je pense qu'il faut que les gens comprennent, Benno Bokk Yakaar, qu'ils ont plus la majorité mécanique. En fait, je pense que le problème, il est là. Il y a des anciennes pratiques qui étaient là qu'on a voulu reconduire. En fait, c'est ça le point de fond. C'est du 80-80, c'est du 50-50 pratiquement. Je pense qu'il faut que les gens acceptent de discuter pour trouver des solutions. Mais les passages en force ne marcheront plus. Et cela veut dire que vous imputez la responsabilité de ce qui s'est passé à Benno? Je ne sais pas, je n'impute à personne. Je n'impute à personne la responsabilité de ce qui s'est passé. J'impute ça à un défaut de communication qui aurait dû arriver. Je pense qu'ils auraient dû discuter avant. Quand vous êtes dans une assemblée où vous êtes 120 et les autres sont 20, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais quand vous êtes 50-50, ça va être difficile. Et la bonne chose dans cette assemblée, vous savez c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les lois sur les budgets, on va aller en conférence budgétaire. Ah oui, au mois de décembre. Ça va se discuter. Et on aura vraiment des budgets qui vont discuter. Parce qu'à l'assemblée, c'est le dernier verrou. Vous avez 80-80. Et je demande encore une fois, c'est un appel que je lance, que les gens prennent la hauteur, discutent de façon objective sur les budgets. Vous êtes 120, ils sont 20. Les budgets, qui est pour? Vous avez 100 mains qui se lèvent, qui est contre? Les autres, ils n'ont même pas envie de lever la main parce qu'ils savent que tout va passer à la poste. C'est fini. Et je pense que c'est une avancée très significative pour la démocratie sénégalaise, ce qui se passe à l'Assemblée. Espérons que ça va continuer, que les gens vont prendre du recul, vont comprendre que l'Assemblée qu'il y avait dans l'ancienne législature n'a rien à voir avec ce qu'ils ont aujourd'hui. Regardez les vice-présidences, aujourd'hui c'est 50-50, c'est une très bonne chose. Je pense qu'il faut équilibrer. Prenez les présidents de commission, c'est exactement la même chose. Je pense que le premier jour a été quelque chose d'excellent, parce que ça a permis aux gens de comprendre qu'il faut maintenant discuter pour avancer. Et je pense que c'est une excellente chose ce qui s'est passé. Je ne suis pas du tout outré. Je n'ai pas regardé. Hein. Ah oui. J'ai vu les images passer après. Mais je ne suis pas du tout outré par ce qui s'est passé à l'Assemblée. Ça a été du bon. S'ils n'avaient pas fait ça, peut-être que le vote des présidents de commission aurait posé beaucoup plus de problèmes. C'est bon pour les enfants qui regardent la télé à cette heure-là? Est-ce qu'on leur envoie un bon message? Quand on a vu des élèves déchirer leur cahier parce que c'est la fin de l'année scolaire, tout le monde a crié haro sur ces élèves. Et là, on dit que oui, c'est tout à fait normal, on peut les laisser faire ce qu'ils veulent à l'Assemblée. On a vu des ministres s'insulter à la télé. Sagandaï. Vous avez vu ça comme moi? Des hauts responsables de ce pays s'insulter à la pays. On a vu des députés être accusés de blanchiment d'argent. C'est passé en boucle sur les télés. Oui. Est-ce que ça a dérangé quelqu'un? Je pose ma question, elle est très simple. Est-ce que ça a dérangé quelqu'un? Ça a été dénoncé. Non. Est-ce qu'on a posé le problème comme ça? Je pense que les valeurs ne doivent pas être quelque chose de circonstanciel. Il faut les poser en permanence par tous les actes. Quand vous voyez des nervis qui tapent sur les gens, qui sont payés pour ça,
Quand on a vu des insulteurs publics, Sagandaï, en direct, et tous les jeunes voient ça, vous pensez qu'on peut poser le problème de l'Assemblée en ces termes? Il n'y a pas pire que ça. Je pense qu'il faut que ce pays revienne... Oui, c'est pas parce qu'il y a des contre-modèles par ailleurs qu'il faut non, ici à l'Assemblée. Ce que je dis, une indignation, elle ne doit pas être sélective. C'est ça que je dis. Beaucoup se sont indignés à l'époque de ce que vous venez de dire là. Non, on n'a pas parlé d'élèves. On n'a pas parlé d'élèves. Moi, je dis ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, ce que Guy Marius Sagna a fait. S'il ne l'avait pas fait, je pense qu'on n'aurait pas eu de président d'élection de commission. Maintenant, il faut apprendre des leçons. Et je pense que les députés ont compris ce que le peuple attend d'eux, c'est que leurs besoins soient pris en charge. On parle député du peuple. C'est ce que les gens attendent. Et je pense que c'est tout ce qu'il y a à comprendre. C'est le passé, il ne faut pas revenir dessus. Mais je pense que si on doit parler de contre-valeurs, on ne doit pas faire de l'indignation sélective. Il faut aller jusqu'au bout. Je n'ai aucun problème. Quand Guy Marius Sagna se faisait taper, quand il se faisait tabasser, quand on le prend, on le dépose au milieu de l'autoroute à péage, en pleine brousse, on le laisse rentrer à pied. Beaucoup s'en étaient émus. Non, attends. Mais on n'a jamais parlé d'élèves. Il faut... Je ne veux pas rentrer dans le débat de la presse, mais je pense que la presse a un rôle de modération très, très important pour apaiser les esprits dans ce pays. Je pense que son rôle est clé. Elle ne doit pas prendre parti. Je pense qu'elle doit pas prendre parti, mais elle doit aller dans le bon sens d'éduquer les populations. C'est son rôle principal. Et je pense qu'elle a une partition très, très importante à jouer. J'espère qu'elle y arrivera un jour. Terminons avec le cas Aminata Touré, qui est en rébellion, certains même diront en rupture de banc avec son parti qui est l'APR. Vous dites quoi? C'est une bonne chose parce qu'elle va venir grossir les rangs de l'opposition? Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je pense que, pour moi, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Ça vous laisse indifférent? Ça me laisse complètement indifférent. Je pense que la présidente Aminata Touré a fait un choix d'aller au législatif. Je pense que le parti Benno Bokk Yakaar a le droit de dire c'est tel et tel qui sera mon candidat. Ça me laisse indifférent. Moi, je pense que ce qui m'importe, et j'appelle les Sénégalais qui veulent que ce pays change, c'est accompagner le président Ousmane Sonko pour 2024. Il n'y a pas autre chose à faire. Focus 2024. Il faut inscrire les jeunes en masse. Et il faut inscrire les jeunes en masse, pas pour qu'ils votent pour Ousmane Sonko, parce que le vote est un droit et un devoir citoyen. C'est la seule chose qui peut permettre de consolider une démocratie. Je pense qu'il faut que ce soit Ousmane Sonko ou un autre, qu'ils comprennent que si on ne fait pas du bon travail, les Sénégalais sont capables de m'enlever et de mettre un autre. Tant qu'on n'aura pas ça sur la tête, les gens vont continuer à faire ce qu'ils veulent. Merci beaucoup. Lansana Gagny Sakho, voilà, consultant, membre de PASTEF et ancien directeur général de l'ONAS, même si vous dites que vous ne voulez pas qu'on vous le rappelle. Voilà. Oui, mais comme vous dites, je pense que ça me colle à la... Ça me colle, je pense que ça me colle à la peau. Le dernier mot, ce pays nous appartient. Je pense avec la qualité des hommes que nous avons, avec les richesses que nous avons, rien n'empêche que ce soit un pays fait bon de vivre. Je pense on parle souvent des chefs religieux qui ont été là dans le passé. Ils ont fait leur devoir. Mais toute œuvre humaine peut être détruite. Et je pense qu'il faut qu'on travaille dans ce sens, qu'on apaise les cœurs, qu'on aille aux prochaines élections présidentielles. Qui sera candidat, qui ne sera pas candidat. Laissons les Sénégalais choisir qui sera leur candidat pour 2024, leur président pour 2024. Merci. Voilà. Merci infiniment d'être venu donner votre point de vue sur les questions brûlantes de l'heure. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce numéro de Opinion. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.